j'ai partagé le pouvoir avec lui comme le plat qu'on mange. Tous les Guinéens ont vu ça. C'est ce qui m'a choqué. Sinon, s'il n'avait pas parlé, ça aurait été en train de défendre Sekouba. Je n'allais jamais parler de M. Toumba. J'allais simplement dire, ok, ça va, le tribunal va faire le jugement. Mais le fait de s'arrêter ici, devant un tribunal criminel, en train de défendre le ministre de la Défense, qui m'a trahi, qui a trahi la nation, le jour des événements du 28 septembre, il prend son avion, il va à Massanta, et le professeur Alpha prend son avion, il va en France, pour attendre que la population se soulève, qu'ils viennent se saisir du pouvoir. Ça ne suffit pas, ça ne marche pas. On le met dans le jeu, il tire sur moi, il me voit aujourd'hui vivant. Au lieu de penser que Dieu est là, même penser le jour où j'ai perdu ma mère, c'est lui qui m'a appelé. Il m'a appelé, il m'a dit c'est Toumba, il m'a adressé ses condoléances. Humainement, ok. Je viens encore, il surgit tout d'un seul coup devant moi. Vous êtes toujours mon président, quand je vois mon président, ok, tout ça, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais qu'ils ne viennent pas ici, monsieur le président, défendre quelqu'un qui est indéfendable. Tu vas défendre c'est quoi ici? Tu vas dire que le recrutement, ça n'a pas été fait dans l'erreur de l'art, et toi-même tu dis que tu as eu un quota, Sekouba a eu un quota. N'est-il pas une complicité? Alors, monsieur le président, mes chers éminents magistrats, je termine en vous disant, comme je l'ai dit, j'attends que les deux causes accusées finissent. J'estime que vous allez plaider auprès du président du tribunal pour ma libération, parce que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, je n'ai pas donné des ordres à qui que ce soit. Personne n'a dit mon nom aux yeux de la Guinée, aux yeux de toute l'humanité, de la communauté internationale, contrairement à ce qui s'était passé. Même, monsieur le président, mes chers éminents procureurs de la poursuite, je veux juste vous dire que dans l'ancien temps, bien avant la Révolution française, il y a eu beaucoup d'erreurs judiciaires. Je prie Dieu, que Dieu essaye de vous couvrir de sa grâce pour éviter ces erreurs judiciaires. Le cas de Dreyfus. Dreyfus n'a-t-il pas été condamné sans preuve? Après plus de 30 ans ou 20 ans, moi j'ai lu ce document, c'était dans les années, quand j'étais en fac, dans les années 80-81. Cette erreur judiciaire, après avoir fait plus de 30 ans. Alors, encore, le cas de Lessurk. Lessurk le Blanc. Un meurtre. Un blanc, un meurtre est allé tuer une personne. Parce qu'il est blanc, on prend Lessurk. À l'époque, les preuves n'étaient pas là. C'était la grande narration, comme d'autres le font, en faisant. C'est pourquoi d'ailleurs, même le président est en train de canaliser les gens. Ici, on n'est pas là pour le théâtre, comme monsieur le président l'a dit. C'est un cas sérieux. On a perdu des êtres humains. Nous ne sommes pas là pour faire le théâtre, le cinéma, comme le président vient de le dire. Je reviens sur le cas de Lessurk. Lessurk, ça c'est bien avant la Révolution française.
On prend les Turcs parce qu'il est blanc. Et les Turcs, sachant qu'ils n'avaient plus les moyens, ils devraient aller à la guillotine. Le seul mot que le Turc a dit, que vous me condamnez, je pars à la guillotine. Est-ce que les Turcs est-il le seul blanc en Europe? C'est difficile votre travail, hein? Monsieur le Président, c'est extrêmement difficile. Le cas de la pauvre Marie-Antoinette, lorsque on accusa son mari de trahison, le roi, on l'accuse de complicité. De débat en débat, de débat en débat. Mais si c'était ce temps moderne, mais après tout, quand la sentence est tombée, on dit que Marie-Antoinette va à la guillotine. Elle n'avait pas de choix. La serveuse est venue, lui dit qu'ayez le courage, reine, ayez le courage de prendre au moins une soupe. Elle dit non. Que vous le fassiez, oui ou non, la décision est prise. Cherchez, on lui imposa de chercher sa meilleure robe. Mais il y a une partie qui m'a touché. C'était vraiment difficile. Cette pauvre femme dit d'appeler sa sœur. Sa sœur vient. Que oui, que mes 2 enfants, il faut les élever. Que je dois passer à la guillotine parce que je suis simplement la femme du roi. Quelle est la femme au monde qui ne veut pas être épouse d'un roi? Et dans le contexte réel, est-ce qu'à l'époque, ça c'est mes analyses, est-ce qu'à l'époque, les décisions, ce n'étaient pas des conseillers? Donc, et le 4e exemple, Monsieur le Président, toujours, c'est pour vous dire que votre travail est complexe, ce que les gens ne comprennent pas. Extrêmement complexe. Dans la prise de décision, lorsqu'il n'y a pas de preuves, le cas s'est passé à Zérékouré, ici en Guinée. À l'époque, un enseignant qui vivait avec une femme, entre-temps, ils ne se sont pas compris. La femme est allée chercher un autre amant. Alors, le second amant poignarda la femme. Ça s'est passé ici, chez vous, en Guinée, ici. Poignarda la femme. Le monsieur, malheureusement pour lui, il laisse une paire de chaussures, un pied, il s'en va. Plus tard, on le prend. Mais dès l'action, on a fait les recherches, on a dit tout ce qui était proche, ils sont allés prendre le premier amant. Le premier amant a tout fait. Ils l'ont mis au poteau là-bas, ils l'ont tué. Avant de le tuer, il a dit, oui, que ça ne va pas durer, vous allez trouver le coupable. Ça n'a pas fait plus de quelques mois, ils ont trouvé le coupable. Le coupable, retrouvé, on lui demande, il dit non, j'étais fâché, je voulais juste qu'il quitte entre nous. Mais aussi, comme votre travail là est aussi minutieux, on lui demande, mais il y a une chaussure là, est-ce que tu as le pied? Il dit que oui. Là où il est allé cacher l'autre pied, c'était identique, mais le monsieur est déjà mort. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, vous avez un travail extrêmement difficile, complexe. La seule chose qui pourra vous sauver, Monsieur le Président, c'est le Tout-Puissant Allah. Et pour ce faire, les preuves seront d'une condition sine qua non.
d'une condition sine qua non. Pour mon cas, particulièrement, à date d'aujourd'hui, Monsieur le Président, les empereurs des poursuites n'ont aucune preuve tangible, la reine des preuves, pour vous exhiber jusqu'à preuve contraire. Et je suis sûr que c'est par bague magique. Parce que les deux éléments qui restent dans leur PV, nulle part, personne ne parle de M. Camara pour faire une complicité avec moi. Encore moins, personne n'a dit devant votre auguste tribunal que M. Camara m'a donné des ordres. Tout m'a été clair, plus clair. Il dit qu'il est allé me chercher. Je n'ai plus de débat à faire avec Toumba. Quel débat? Quelle confrontation vais-je faire avec M. Toumba, M. le Président? Quelqu'un qui dit publiquement que je ne lui ai pas donné des ordres pour aller au stade. S'il disait que je lui avais donné des ordres, on aurait parlé de complicité. On lui demande ici, devant votre auguste bar, mes avocats, est-ce que vous êtes en complicité avec Capitaine Camara? Il dit non. Dans ses explications, il a parlé des armes, il a parlé de ceci, de cela, de jour, tout ça. Il n'a jamais dit ici que le capitaine Dadis m'a donné des armes. Quelle confrontation vais-je faire avec M. Toumba à date d'aujourd'hui? Quelle confrontation, M. le Président? À date d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à faire. Avec lui, tout est clair et net. Peut-être Sekouba, quand Sekouba vient, puisque nous avions géré la nation, on peut s'arrêter. Le journal est là, son collègue est là, on fait confrontation. Mais tous ceux qui sont au box des accusés, je n'ai de confrontation à faire avec qui que ce soit. Je vais dire quoi? Qui m'a accusé là-bas? Et je vais démentir quoi? Mes avocats vont essayer de dire quoi? Sinon que vous faire perdre le temps, Monsieur le Président. Je dis tout ceci pour que les gens comprennent que M. Camara est venu devant ce tribunal, contrairement aux gens peut-être qui pouvaient dire « Ah, bon voilà, il va venir, il va encore avoir l'idée d'être président. » Non, ce n'est pas ça. Mon attitude devant votre auguste tribunal, vous-même vous l'avez remarqué, si ce n'est pas parce que je suis resté dans l'émotion que j'ai tapé la table, j'ai la tête sur les épaules. Ceux qui pensaient que, bon voilà, ce camarade, depuis qu'on a tiré sur lui, c'est pourquoi je vous ai fait faire la lecture. La loi des contraires. Le mensonge est diamétralement lié à la vérité. Alors, Monsieur le Président, je termine en vous disant que de toutes les 20 complicités qui me sont attribuées, nulle part, Monsieur le Président, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Quelqu'un qui a géré votre pays, il n'a eu qu'un franc. Et à l'époque, qui pouvait se plaindre ici? Il faut aller piller les gens pour faire quoi avec? Quelqu'un qui a pris tout son temps
aider sa population à faire les quelque peu de forage. Cet homme-là peut demander aux gens d'aller faire des pillages, mais ce n'est pas la faute du tribunal. Tout ce qui est là, Monsieur le Président, à l'époque, de très bons magistrats ont eu de sérieux problèmes. Donc, je n'accuse pas. Chaque chose a son temps. Moi, je dis simplement, Monsieur le Président, les complicités au nombre de 20, si seul vous, Monsieur le Président, j'attendrai vos questions, à part vos questions, Monsieur le Président, et les éminents magistrats, tout le reste. Si mon schéma n'est pas respecté, je ne respecterai pas aussi leur schéma. Je réitère, on force pour essayer on ne peut pas me malmener. Dès que je commence à sentir, je demande au président, Monsieur le Président, je garde mon droit au silence. Que les Guinéens et tous ceux qui m'entendent ne disent pas que le capitaine est de mauvaise foi. Parce qu'il n'y a rien contre moi, Monsieur le Président. Il n'y a rien contre moi, Monsieur le Président. Complicité. Qui a parlé? Je suis complice avec qui à date d'aujourd'hui? Qui a dit Monsieur Camara a donné les ordres? Personne. Sauf si Monsieur le Président, comme aussi Monsieur Camara aussi aime trop parler, voilà, c'est là aussi il va se faire prendre. C'est ça, Monsieur le Président, avec modestie, comme M. Camara aussi aime parler, il veut rentrer dans tous les détails. Si on le prend par la gorge, ce ne serait pas de votre faute. Mais c'est pour ça que je précise, toute question qui ne sera pas dans le cadre de la complicité, je ne répondrai pas. Je demanderai simplement à M. le Président que je garde mon droit au silence. Sauf si on me montre un coupable ici. Quelqu'un qui dit qu'il a fait la complicité et que le capitaine Dadis est coupable, je pourrais le faire. Mais s'il n'en a pas, je vais venir parler moi seul, ou bien je vais répondre à la place de l'auteur. Dans quel pays du monde, dans quelle loi, on a vu un co-auteur parler à la place d'un auteur? Il n'y a pas un auteur principal, d'où par conséquent, l'article 19-20 me donne force. Et je resterai, que les gens essayent maintenant de voir tout ce qu'ils ont eu à faire. Parce que quand je disais ici que je n'étais pas en forme, il y a eu, voilà, d'autres ont passé des semaines à faire des panoplies de questions. Ces panoplies de questions, s'il n'y a pas un coupable arrêté ici, si c'est la partie civile qui me dit oui, Monsieur Camara, Monsieur X a dit qu'il est allé piller, Monsieur X a dit que tu lui as donné des armes, s'il n'y a pas ça, je ne répondrai pas à la question. La défense, préparez toutes vos questions. Une question qui ne sera pas ici, dans le cadre de la complicité, je ne répondrai pas. J'en ai fini, Monsieur le Président, et je suis très fatigué. Avec votre permission, si vraiment je peux me reposer pour la journée d'aujourd'hui. Silence, s'il vous plaît.
on vous avait notifié la dernière fois ce pourquoi vous comparaissez devant ce tribunal. Est-ce que vous me suivez? Je vous suis, mais j'ai un problème de micro, monsieur. Je disais que les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal, vous avez été notifié la dernière fois. Et vous avez répondu par la négative. Affirmatif. Alors, expliquez au tribunal ce qui s'est passé dans cette affaire. Le micro, s'il vous plaît. Non. Les conseils, je rappelle, tout juste un rappel, vous assistez l'accusé, tout juste un rappel, hein. Vous l'assistez. Merci. Merci, monsieur le procureur. Monsieur le président, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Honorable assesseur, je voudrais vous demander de me permettre d'accomplir un devoir. Celui de rendre hommage à Dieu, le Tout-Puissant, de me garder son souffle jusqu'aujourd'hui, après 13 ans d'accusation. Je voudrais également remercier ma mère, franchement. La remercier parce qu'aujourd'hui, c'est un jour le plus grand de ma vie. Monsieur le Président, je voudrais également remercier le Président de la République qui a bien voulu que ce procès ait lieu. Je voudrais également et très sincèrement remercier mon épouse, Adja Ourougatou Diallo, pour m'avoir accompagné pendant les 13 ans de difficultés, de pensées, d'accusations fortunes. Monsieur le Président, aujourd'hui est un grand jour. C'est pourquoi, avant de parler du 28 septembre, je voudrais très sincèrement adresser mes condoléances les plus émues aux familles éplorées des victimes de cet événement malheureux, que la terre de notre chère nation le soit légère. Ce qui m'amène à dire qu'aucun citoyen n'a le droit de donner la mort à autrui. Cela est un droit naturel, la vie. Monsieur le Président, honorable assesseur, je voudrais rapidement rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes le 28 septembre 2008. Comme à l'accoutumée, à 8 heures donc, j'ai pris mon garde-corps, comme vous le savez, mon chauffeur, et comme je logeais à Duxine, je suis allé chez moi, ou je partais chez moi, vers Bambeto. J'ai vu un attroupement de personnes, mais non hostiles. J'ai continué mon chemin vers Amindalaï également. Le même dispositif était là. Il y avait des policiers qui étaient là, il y avait les gens qui étaient regroupés, mais il n'y avait pas d'affrontement. Et je suis allé chez moi. J'ai voulu prendre le déjeuner, mais chemin faisant déjà, j'ai appelé l'un de mes hommes, qui est le colonel Blaise Goumou. Je lui ai dit, alors je viens à la maison. Mais on me dit déjà par Taliki qu'il y a les attroupements devant Duxine. Alors je vais aller les sensibiliser, je pense qu'ils n'ont pas compris le contenu
des communiqués, des différents communiqués qui demandaient un report juste de cette manifestation pacifique, comme il le disait, ou la remettre soit le lendemain ou les jours suivants, pour des questions que vous connaissez. Le 28 septembre est une journée fêtée, fériée, chômée et fériée en République de Guinée, pour des raisons que c'est le jour qui a annoncé, s'il faut dire, notre souveraineté et notre indépendance. Monsieur le Président, c'est ainsi que je suis allé à domicile. Chemin faisant, j'ai trouvé un attroupement vers l'esplanade du stade de 28 septembre. Cet attroupement, vous avez une clé USB que j'ai remise à mes avocats qui vont vous exhiber au moment venu. Et si on peut le passer en ce moment, ça me ferait vraiment un grand plaisir. Monsieur le Président, comme tout le monde l'a vu et tout le monde l'a entendu, je suis descendu de ma voiture. Un chauffeur, un garde du corps, comme j'ai été toujours d'ailleurs. Je descends de ma voiture, les gens m'ont accueilli avec applaudissements. Cet applaudissement m'a permis, cet enthousiasme m'a permis de m'adresser à ce monde qui venait, mais juste devant, il y avait un monde fou derrière que je ne voyais pas trop parce que la file était longue. Je me suis adressé vers les 10 heures à ces gens, dans l'enthousiasme là, dans l'applaudissement. Je les ai dit ceci. De laisser Dadi, c'est d'un côté, les leaders de l'autre, mais c'est la République qui gagne quand on est en paix. Et que l'applaudissement qu'ils m'ont réservé est bien compris, mais la solution était que nous soyons tous dans la dynamique de fêter ensemble les mains dans les mains. Je suis resté dans ça, comme vous avez vu sur les CD, ou certainement sur YouTube. Il y avait un bouhaha. Ceux qui étaient devant me comprenaient, chacun applaudissait. Entre-temps, j'étais avec le chef de quartier de Dixine, qui est cité d'ailleurs comme témoin. Les gens, ceux qui étaient devant, avaient compris, parce que l'applaudissement continuait. Entre-temps, quelqu'un m'a dit que les leaders étaient du côté du stade, du côté de l'université Gamal. Au lieu de continuer à parler avec les gens, la voix ne portait pas, et je n'avais pas de micro non plus. Il était question alors d'aller vers les leaders qui se trouvaient de l'autre côté, aller m'adresser à eux pacifiquement. Je pense que les lieux étaient jonchés de journalistes. Je pense que les preuves aujourd'hui, en termes d'image, sont disponibles. J'ai été rencontrer les leaders. Quand je suis descendu, j'ai vu sur place là-bas, en provenance selon eux, de chez Feu Jean-Marie Doré, où ils étaient en réunion avec les leaders religieux. Je les ai rencontrés. Alors, dans notre débat, j'ai dit à mon grand frère, comme je l'ai toujours dit dans notre conversation, parce que j'ai eu à discuter avec simplement M. Sidiak Touré, les autres étaient là simplement comme observateurs, mais tout le monde nous écoutait parce qu'ils n'étaient pas aussi nombreux. Je lui ai dit, grand frère, je pense que les communiqués qui ont passé, vous avez tous compris. Il dit oui. Mais je viens d'être saisi que de cause à déjà, Amdalaï jusqu'à Bameto, et Bameto jusqu'à Amdalaï, jusqu'à maintenant où nous sommes arrêtés, que tout a été complètement saccagé. Les citoyens ont été vandalisés. Il dit c'est extrêmement grave cela lorsqu'on est en train lorsqu'on a à avoir affaire aux gens qui sont appelés à gérer ce pays-là un jour. Le grand frère Sidia m'a répondu que nous sommes dans une république, qu'on peut casser tout aujourd'hui et puis demain on peut reconstruire. J'ai dit mais si on continue à casser de la sorte, je pense qu'on ne va pas s'en sortir.
Monsieur le Président, c'est sur ça que nos discussions étaient. Il est demandé s'ils ont écouté le communiqué. Il est demandé si l'appel du président d'Addis à l'époque du CNDD avait tardivement la nuit, si lui, il n'avait pas compris le bien fondé. Il m'a dit que pour le moment, il veut faire une déclaration et il veut s'en aller. De fil à aiguille, comme vous avez écouté, on s'est compris. On s'est compris sur quoi? Il était question de libérer tous ceux qui se sont rendus coupables des casses ce jour et en contrepartie et reporter, parce que moi-même j'ai insisté, même si c'est demain. Même si c'est demain le 29, au stade de Nongo, parce qu'ici il y a un match qui est en préparation, au stade de Nongo, moi je peux vous accompagner comme je l'ai toujours fait. Alors, je pense qu'on s'était compris, et j'ose croire qu'on s'était vraiment compris. Parce que la conclusion était, nous allons vers nos militants pour aller les expliquer ce que nous avons retenu ici, mais en contrepartie, il est question, c'est frère Cellou Dalein qui a posé ce problème, et là, Cellou Dalein, en contrepartie, il est question que tous ceux qui ont été arrêtés soient libérés. J'ai dit que je ne sais pas si quelqu'un est arrêté, mais ceux qui étaient déjà avec un pick-up policier ou pick-up policier qui était à côté, j'ai tout de suite, pour les questions de paix, j'ai dit aux policiers, libérez ces gens-là, si c'est ceux qui peuvent amener la paix. Je pense que dans l'ordre d'opposition, certainement, s'ils n'ont pas occupé la partie, je pense qu'ils doivent normalement revenir sur ça. Les gens ont été libérés aussitôt devant eux, une manière de leur rassurer que ce qui est de notre côté, qu'on va vraiment accomplir cette mission pour que la paix vraiment règne, pour que la journée soit une journée vraiment fériée pour tous. Ainsi, c'est là-bas où on s'est quitté. Moi, je suis revenu chez moi. Je suis revenu chez moi, et rapidement prendre une douche, je suis à déjeuner. À l'époque, je n'avais qu'un enfant. Ma femme était encore jeune. Et j'ai pris, juste causé avec madame, j'ai dit que, écoutez, la situation sur le terrain n'est pas bien. J'ai pris un engagement, je vais vers CMS. De passage, je suis venu vers la CMS. CMS, je n'ai trouvé personne. Je l'ai dit dans ma déposition. Personne arrêté. Donc, chemin faisant, parce que mon bureau était au camp, juste à la sortie vers l'Imaya. Chemin faisant, j'ai appris qu'un groupe de militaires était venu. Et que ce groupe de militaires a fait irruption dans la zone. La première question que j'ai posée dans le stade, mais donc les leaders sont au stade. Et oui, ils sont au stade. Mais on avait déjà conclu quelque chose. Ah non, je pense que le public, ils n'ont pas pu convaincre les gens. Ils sont au stade. D'après toujours le talqui. Je me suis dit d'accord. J'étais dans le dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut jouer le rôle de soldat? Ou est-ce que, si quelqu'un me dit Touma est au stade, avec des hommes, est-ce qu'il faut risquer la vie et revenir? J'étais obligé. Je dis bien, j'étais obligé d'accepter de jouer le rôle de soldat. Car la tenue que nous revêtons, nous la portons dans le but de préserver la vie des autres, même si ça doit nous coûter la vie. Donc, c'est ainsi, j'ai dit au chauffeur de tourner. Et comme vous le savez, de CNDD à maintenant, si ce n'est pas pour aller pour les missions difficiles en forêt, moi j'ai toujours un chauffeur, un garde de corps dans ma voiture. Tout le temps de Alpha Condé, les gens peuvent vraiment le témoigner aussi. Je suis venu sur le terrain. En allant, je suis descendu de la voiture où se trouvaient policiers et gendarmes, dont le directeur Farima, lui-même m'a poussé, il ne faut pas rentrer. Connaissant que Touma et moi, on ne se parlait pas, avant cela, et pour cause. Vous savez, un jour, nous sommes en janvier et février 2009, quand le domicile de l'âge Cellou Dalein et sa femme ont été l'objet de visite de pillage des billets rouges, moi étant à l'époque chargé de grand banditisme, j'ai ouvert une enquête. Et l'enquête a abouti à quoi? Que c'était des bérets rouges du régiment commando.
ce n'est pas suffisant. L'enquête a continué et on a abouti. Je pense que le parquet, à l'époque de Dixine, ne dira pas le contraire. Donc, nous avons abouti effectivement aux éléments qui ont effectivement passé à l'action. Et nous avons arrêté 9 bérets rouges parmi les éléments de Touma, parce que c'était celui qui était le commandant, je veux dire bien, du régiment commando. 9 bérets rouges arrêtés, PV fait, et je pense que ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Des gens m'ont conseillé, il faut le libérer, le monsieur il va t'attaquer, il n'a qu'à m'attaquer, parce que la loi c'est la loi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un jour? J'étais à Kamsa pour une mission d'identification des bateaux qui servaient de transport de drogue. C'est là-bas on m'a appelé pour dire, si tu ne viens pas aujourd'hui, je pense que le groupe de Touma veut attaquer notre service. J'ai demandé le pourquoi. Ils m'ont dit, le pourquoi était simple. Ils veulent libérer les 9 libérés qui sont en prison. J'ai dit non, ça c'est impossible. J'ai automatiquement pris ma voiture, je suis rentré ici la nuit. Et le matin, comme le bruit qui m'a été annoncé, je n'ai pas vu d'indice, le matin je suis venu à mon bureau en ville ici. Entre-temps, vers les 11h, ce jour-là, je vais dire, j'ai été appelé de venir, qu'il y a déjà un accrochage entre les hommes de Touma et mes hommes. J'ai pris ma voiture, je suis parti au camp. J'ai trouvé, le capitaine Dadis m'a même appelé pour dire ce que tu as fait pour ne pas que ça tire entre nous ici. Je pense qu'il faut le libérer, on va le reprendre après. J'ai dit non, je ne peux pas le libérer. Pour rien au monde, je ne peux libérer ces gens-là qui ont piégé un leader, c'est un citoyen, et qui n'a rien fait. Ça, ils se sont rendus coupables d'un fait répréhensible. Il faut qu'ils aillent répondre devant la loi. Je pense que, naturellement, comme on me dit, je suis têtu. Je pense que ça m'a coûté un peu la quinine parce que Touma n'a pas laissé son offensive et même les hommes étaient encore à leur défensive. Je pense que ça a pris un moment où le capitaine Dadis, pour raison de stabilité, pour ne pas qu'un tir parte de notre affrontement, était venu lui-même. Les photos aussi sont disponibles. Il est venu en tant que président. Il a dit, écoutez, il s'est mis entre les deux groupes qui étaient en accrochage. Et il les a dit que maintenant, on libère, vous savez que vos hommes n'ont pas bien fait. Mais, pour question de stabilité, pour ne pas qu'un autre problème surgisse entre nous, je vais les libérer. Moi-même, je vais ordonner de les libérer, mais ils seront arrêtés après. Et moi, là, complètement, j'étais pas à l'aise. Mais il n'a pas procéduré. Il ne pouvait suivre que l'équilibre entre la chose pour vraiment continuer à résister. C'est ainsi que les gens ont été libérés, mais contre mon consentement. Et depuis ce jour, je pense que Touma et moi, on se regardait en chien de faïence. 3 jours après, c'est le général Sekouba qui m'appelle. Vous savez, mon département au départ, c'était vers Koza, un bâtiment isolé vers Koza là-bas, dans la cour du régiment commando. C'est ainsi que le général Sekouba m'appelle et me dit Tchekro, il faut qu'on se voit. J'ai été répondre à l'appel du général. Et elle me dit, à partir de l'instant, on a compris, toi avec ta procédure, vous ne pouvez pas vous comprendre avec nos éléments là. Le mieux, il faut qu'on te fasse sortir de la cour pour aller vers Yimaya, un bâtiment isolé, le B13. Vous allez rester là-bas 2 ans avec ta procédure. La façon d'aborder, j'ai compris. J'ai compris que c'était vraiment une réalité, mais j'étais choqué. En réalité, si Théodore est là, il va le témoigner parce que je l'ai dit, il m'a dit, dis donc, calme-toi. J'ai dit, mais dis donc, on ne peut pas me faire sortir dans le camp à cause d'un lieutenant, alors que moi j'étais capitaine 1, j'étais secrétaire d'État 2, et 3, je ne faisais que la procédure. Donc, mais on m'a fait sortir. L'ordre a été donné à l'époque à l'intendant général, qui a aménagé l'endroit. 2 jours après, j'étais obligé de prendre mes hommes et on a déménagé en dehors de la cour du régiment commando pour aller maintenant désormais, s'il faut dire, exercer notre mission. Alors voilà, imaginez-vous, de ce moment jusqu'au moment du 28 septembre,
Touma et moi, on ne s'est jamais dit bonjour. Parce qu'il y avait d'autres antécédents que tout le monde savait. Quand les gens prenaient des voitures volées, ils rentraient dans le camp avec, et les bérets rouges sont brigandés, et puis c'est nous qui partions retirer ces voitures-là pour remettre aux citoyens. D'autres citoyens me regardent aujourd'hui, ils peuvent en témoigner. Donc, Monsieur le Président, marcher sous la vie de Machiavel, tu visais pour régner, tuer pour rester au pouvoir, manipuler pour vaincre, détruire, détourner les biens bibliques. Ça, c'est les idées Machiavel. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps moderne, la démocratie. Et qui doit mettre la démocratie en place? C'est le président de la République. Ce n'est pas un garde-corps. Lorsque tu es président de la République, c'est les gens qui ont eu le courage, la sagesse de te suivre sur un plan que tu les as dit. Voilà, je vais être comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et lorsque tu gagnes le pouvoir, ne change pas de manteau. Et si tu changes de manteau, s'il y a un problème, tu ne prends que la responsabilité. Politiciens, entrepreneurs et décideurs, tous ont toujours fait appel au conseil lucide et éclairé de Machiavel, dont l'habilité en matière de pouvoir n'a jamais été surpassée. Avec ce livre, aux exemples très actuels, tout responsable doit découvrir à quel point il doit privilégier le réalisme et ne plus hésiter à agir. En conséquence, même si pour cela il va à l'encontre des conseillers habituels. Ceux qui ne connaissent pas Machiavel, c'est un écrivain. Monsieur Marcel. Excusez-moi, Monsieur le Président. S'il vous plaît, Monsieur Guilaougui, vous-même vous avez parlé de deuxième interrogatoire, vous avez parlé de deuxième passage. Je continue. S'il vous plaît, si vous pouvez résumer cela et nous dire l'essentiel des faits qui concernent ce procès. Monsieur le Président. S'il vous plaît. Monsieur le Président. Allez-y. Permettez-moi, si vous voulez la vérité, je voudrais que vous partagez avec moi et que vous ne m'enlevez pas sur ce que j'ai énuméré moi-même. Allez-y, s'il vous plaît, je vous dis, résumez Monsieur le tout Président, ce qui ne... S'il vous plaît, okay. Il faut qu'on se comprenne. Vous êtes à votre deuxième passage. Vous pouvez résumer tout ce qui n'intéresse pas ce procès. Allez-y. Oui. Quoi? Qu'est-ce qu'il veut? De l'eau, s'il vous plaît, de l'eau pour lui. Tu t'assois, sinon tu vas te plier. C'est bon. C'est bon. Après, excusez-moi, Monsieur le Président. C'est moi qui ai décidé de venir là-bas. C'est sur la base de beaucoup de choses. Si vous vous voulez que je réduise ou que je fasse... Allez-y alors, allez-y. Permettez-moi d'aller au bout par le guide de l'Esprit Saint. Je sais que d'autres ne vont pas apprécier ce que je dis. Parents, amis, collaborateurs, camarades, civilo-militaires,
promotionnaire, j'ai trop souffert. J'ai perdu tout sauf mon âme. Mais quelque chose est clair. Je vous le dis, je suis innocent de tout ce qui est en place. Le président Dadis m'a trahi. Et tant d'autres. Avec tant de sacrifices, de mérites que j'ai accomplis pour qu'il soit président de la République. Pourquoi veut-il me sacrifier, nous sacrifier, ne pas dire la vérité? Pour ne pas dire nous sacrifier. Monsieur le Président Dadis Camara, ôte l'habillement de la peur et porte la tenue sacrée, courageuse et venir tout simplement demander pardon à ton peuple que Dieu t'a donné la chance de diriger. Car des Guinéens et des Guinéennes ont trouvé la mort pendant que vous étiez président, commandant en chef des forces armées. S'il faut dire, premier magistrat dont vous êtes informé de tout, du début à la fin. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir n'est pas un jeu. Le pouvoir n'est pas un problème de parents. Le pouvoir, c'est le peuple. Le pouvoir est acquis sur des renseignements. Et c'est le renseignement qui donne le pouvoir. Si tu n'es pas renseigné de ce qui se passe sur ton territoire, mais il faut démissionner. Il faut rendre le tablier. Un chef d'État, 150 morts. Vous dites que vous ne connaissez rien, même une seule personne, vous ne pouvez pas l'arrêter. La responsabilité est sur le président Moussa Dadis Camara. Je vais vous expliquer. Monsieur le président Dadis, vous êtes au début et au milieu et la fin de tout ce qui s'est passé dans l'avènement du 28 septembre. Monsieur le président, Dadis, enlève-moi ici. Mes enfants ont grandi derrière moi. Je suis dans ma 14e année du 2e mois de prison. Où vous étiez? À Ouagadougou. Avec votre famille. Enlève-moi dans cette prison. Assume ce que vous avez planifié. Sois fort et un vrai militaire. Je ne m'attendais pas à cette attitude de votre part devant le peuple. On a travaillé durement, vous et moi, avant même que M. Toumba Diakité ne vienne à mon chevet. Nous avons voyagé. Ces avocats de la défense aujourd'hui constitués de Moussa Dadis Camara. Je ne vous attaque pas. Mais vous ne connaissez pas Dadis plus que moi. Je n'entre pas dans les détails. Nous avons voyagé. Voyagé. 3 points de suspension, point d'exclamation. Monsieur le Président du tribunal, les assesseurs, le procureur et ses substituts, peuple digne de Guinée, pourquoi pas l'Afrique et le monde, avocats de la défense et de la partie civile, pour la manifestation de la vérité, pour éclairer tous les en aidant ce auguste tribunal criminel à prendre et à comprendre qui sont les véritables responsables de ce malheureux événement du 28 septembre 2009 et en plus aider en contribuant à consoler les victimes qui sont nos frères, nos mamans.
dans la vérité pour une paix durable, pour l'histoire de notre beau pays, la Guinée. En ces jours, je prends la parole pour une deuxième fois pour plusieurs causes, qui d'ailleurs beaucoup vont être étonnés en se posant des questions et répondre à eux-mêmes leurs propres questions. Parce que les questions sont en train de constituer. Vous allez répondre vous-même ici. C'est la vérité. C'est ce que le monde ne peut pas comprendre. Une situation posée, chacun de nous a sa manière de comprendre et a sa manière de déclaration. C'est pourquoi j'ai gardé ce silence. Pour voir l'image de chacun des accusés. Comment ils vont se comporter face au peuple. Dans la sagesse, la vie humaine, Monsieur le Président, on ne doit pas humilier un imam. On ne doit pas humilier un prêtre, ni un pasteur. À plus forte raison, un président de la République, d'une nation indépendante comme la Guinée. J'ai gardé le silence, Monsieur le Président, de ne rien dire à cause de ma propre stratégie depuis mon arrestation le 31 mars 2009 au domicile au camp Alpha Yaya Diallo par la gendarmerie du PM3 pour sauver ma vie et ma petite famille. Planifié, parce que tout était planifié pour me tuer, comme ils ont assassiné d'autres. Si je déclarais la vraie vérité de tout ce que tout à l'heure je suis en train maintenant de relater et développer, si vous me permettez, car il y avait toujours des gens, surtout pro-président Dadis, qui suivaient la situation du 28 septembre, qui étaient au service de l'État. C'est la vérité, car c'est un militaire. Un militaire doit être un vrai stratège pour se sauver et sauver d'autres. Ici à là-bas, pour ma première comparution, pourquoi je n'ai rien dit? Quand on me pose, je dis je ne connais rien. Si vous vous souvenez, lorsque le président, je vous ai dit, il y a d'autres accusés qui étaient dehors. Le président est revenu sur la question. Quels sont ces accusés qui étaient dehors? Pourtant, le président lui-même qui me pose, le président du tribunal qui m'a posé cette question, lui-même sait que la réponse. Il sait les gens qui se sont fait constituer dès le départ de l'événement du tribunal, de ce jugement. Mais il voudrait que je constitue encore nomenclature par nomenclature et je l'ai fait. Ils étaient dehors. Vouloir parler au PM3 où j'ai reçu des tortures. J'ai vu l'atmosphère. Si je parlais un seul mot concernant le capitaine Moulia Zadis Kamara, même mon corps allait être comme ceux dont on est en train de chercher aujourd'hui. C'est pourquoi, Monsieur le Président, quand je vous dis je suis un vrai militaire, je suis vraiment, et je le suis. Il le sait. C'est pourquoi ça a tremblé. Marcel veut venir parler. Ils ont passé par tous les moyens pour me bloquer. Ça ne marchera pas. À la base, je croyais que le président Dadis allait humblement venir demander pardon. Je ne suis qu'un simple subordonné. Je n'ai bénéficié d'aucun poste stratégique qui peut diriger une opération. L'armée, c'est soit on te nomme par décret présidentiel ou au moins par un petit acte de note de service. Ça, c'est au niveau de l'armée.
note de service. On ne lit pas cela dans les radios. Ou, en tout cas, ce n'est pas publié. C'est pas bon, comme actuellement les gens parlent de Facebook. Ça, c'est intermilitaire. Au moins, il y a un acte, on te dit, bon, Marcel Guilavogui, vous êtes nommé tant, on lit au rassemblement, tout le monde est au courant que tu as un poste. Je n'ai jamais bénéficié. Sans poste. Et puis, je ne peux rien dire. Ce que le président Dadis lui-même a planifié, étant ici, dans la même salle que nous, les accusés, et moi, Marcel, mais personnellement, je parle de moi, pour le respect de la hiérarchie militaire, doctrinale et universelle, car le chef hiérarchique prend toujours sa responsabilité et assume sa défaite si c'est un vrai militaire. C'est ça le militaire. Le militaire assume sa responsabilité. Il n'a pas droit à l'erreur. Je croyais que le président Dadis allait humblement, avec respect, prendre la responsabilité en assumant ce qu'il a planifié avec sa garde parallèle, que lui-même avait mis en place. D'ailleurs, venir demander pardon au peuple de Guinée, que tout le monde attendait. Mais une personne qui n'écoute pas, c'est une personne qui n'écoute pas les conseils. C'est son principal défaut. Qu'il m'excuse. Mais c'est ça la vérité. Comme dit Jésus-Christ, je vous le dis en vérité, en vérité. C'est ce qu'il a fait, qu'il a perdu son pouvoir. C'est pourquoi j'ai décidé seul, sans associer quelqu'un, et prendre mon stylo, c'est-à-dire mon bic, pour relater tout ce que j'ai vu et vécu, pour relater et mettre en ordre les choses. Elles viennent de moi-même, que personne ne dise que j'ai été guidé. Non, je ne suis pas un homme à manipuler. Si je devais être un homme à manipuler, lorsqu'il y a eu les événements du 3 décembre au Kamakambo actuel qu'on appelait Koundara, j'allais prendre le pouvoir. J'allais diriger la transition ici. L'homme qui est devant vous, le capitaine Marcel, et tous qui sont assis là-bas, dans les actes d'accusés, ils connaissent qui est devant eux. Je ne suis pas un criminel. Je suis un défenseur, sauveur, ni un voleur, ni un brigand. Je donne le défi à quiconque de rencontrer toute l'armée guinéenne, même un soldat. Si Marcel c'est un voleur, si c'est Marcel c'est un brigand, la preuve, aucun homme n'a dit dans l'événement où siégeait le capitaine Moussa Dadis Camara que Marcel m'a fait du tort. Aucune plainte de l'art civil, scolaire, jusqu'à dans l'armée, et jusqu'à là où nous sommes. Il ne faut pas me peindre de noir. C'est pourquoi je suis sorti dans mon silence, parce que l'histoire est têtue. Je ne suis pas un homme criminel. C'est pourquoi, Monsieur le Président, j'ai décidé de venir relater les faits pour que vous preniez la bonne décision. Hein? Preuve. Le président Dadis, c'est lui le responsable de tout ce qui est planifié du stade 28 septembre. Soyons objectifs, ce n'est pas l'affaire de religion ça. Ou l'affaire d'ethnie. Je suis de la forêt. Je suis de la Haute-Guinée, je suis de la Basse-Côte, ou bien Moyenne Guinée. Nous sommes Guinéens avant tout. Demande pardon au peuple. Il faut être grand. Il faut sortir par la grande porte. On ne sait pas ce qui est devant nous.
Je connais cette Guinée. Je suis né le 1er janvier 1977 à Conakry. Je ne suis pas un enfant. Je sais ce qui sort de ma bouche. C'est de ma propre décision, dans la vérité pour la manifestation de la vérité. Car les victimes qui ont perdu leurs parents, perdu d'autres, qu'on n'a pas encore retrouvé les corps, cela me ronge le cœur. Car moi-même, j'ai perdu mon père, étant en prison. Je n'ai pas vu son corps. Je viens de perdre ma tante qui m'a scolarisé. Je n'ai pas vu son corps.